Voilà, donc on a un groupe qui va permettre de faire du photomontage si on veut, parce que ça peut aussi servir. Si j'enlève les yeux en face des fonds ici, vous voyez qu'on a bien une fleur sur un fond transparent. Donc vous pouvez aller la mettre dans un décor, faire ce que vous voulez avec. Donc cette technique qui est très technique permet éventuellement d'être créatif après. Là, je viens juste d'enlever les yeux en face des fonds pour montrer que le contenu ici du calque peut être déplacé vers une autre image et on peut être créatif avec. Voilà. Alors, par contre, ce que je vais faire ici, je réaffiche mon fond blanc. On va voir comment on peut transformer une image en noir et blanc dans Photoshop. Alors, je vais me servir de cette image-ci pour le montrer, mais je pourrais me servir de n'importe quelle image que je vais chercher sur le web. L'essentiel, c'est qu'il faut que dans l'image, il y ait des couleurs bien différentes. Si vous avez une image couleur, mais qui montre une scène de brouillard où il n'y a pas beaucoup de couleurs différentes, ça ne va pas bien marcher. Donc, il faut bien comprendre qu'il faudra au départ, dans l'image couleur, pour ce qu'on va voir ici, il faudra qu'il y ait des couleurs bien différentes. Ben, c'est le cas ici, j'ai du rose, j'ai du vert, c'est pas mal. Et j'ai du jaune aussi, oui. Et donc, dans Photoshop, on peut transformer une image couleur en noir et blanc parce que parfois on a fait des photos de reportage et elles ne sont pas géniales. Et en les transformant en noir et blanc, ben ça va avoir plus de charme et ça va être plus intéressant. Une image noir et blanc peut être plus intéressante qu'une bête image couleur. Comment faire pour transformer en noir et blanc? Eh bien, on va utiliser une technique très facile ici qui n'est pas la plus performante et qui n'est pas la moins performante non plus. C'est une technique qui fonctionne, c'est le calque de réglage de type noir et blanc. Alors vous allez activer le groupe qui contient la rose, ou alors si vous n'avez pas fait de groupe, vous activez le calque le plus au-dessus. Tu peux réexpliquer comment on fait un zip? Donc d'une manière ou d'une autre, l'élément le plus au-dessus est activé. Si c'est un groupe, fermez-le, il vaut mieux. Et on va créer un calque de réglage au-dessus. Et on va ajouter un calque de réglage, menu calque, nouveau calque de réglage, un calque de réglage de type noir et blanc. Excusez-moi, j'ai pas suivi. Je viens. Menu calque, nouveau calque de réglage noir et blanc. Ok. Donc on a un calque de réglage de type noir et blanc qui arrive là au-dessus et qui modifie donc tout ce qui se trouve en dessous de lui. Bien. Et dans le panneau propriété, si vous ne le voyez pas, vous faites fenêtre propriété, ou alors vous double-cliquez sur l'icône qui est à gauche ici sur le calque. Si vous avez une icône différente, c'est normal, ça dépend du système d'exploitation, est-ce que vous êtes sur Mac, sur PC, ça dépend aussi de la taille des vignettes, ça dépend de votre version de Photoshop. Donc ne vous inquiétez pas, vous avez de toute façon, sur la gauche de la vignette, vous avez une icône, vous double-cliquez sur elle et ça ouvrira le panneau propriété. Et alors là, le principe, c'est qu'il faut décider à quel point chacune des couleurs intervient dans la version noir et blanc. Par exemple, je sais que les boutons de la fleur ici sont jaunes. Si je joue sur le curseur jaune, eh bien ça assombrit ce qui est jaune ou ça l'éclaircit. Je sais qu'il y a du rose dans la... Oui, il y a du rose, donc je vais peut-être aller sur les magentas ici. Voilà, quand on augmente ou qu'on diminue le magenta, ça modifie certaines parties. Donc vous voyez, une manière intelligente de faire des photos noir et blanc. Mortalité de l'histoire, quand vous voulez du noir et blanc, vous savez au moment de la prise de vue que vous allez vouloir du noir et blanc, faites malgré tout des photos en couleur. Et faites le processus après dans Photoshop. Alors vous avez la même chose dans Lightroom et dans Camera Raw, qui sont deux logiciels qui sont spécialisés dans le développement de fichiers RAW. En principe, quand vous prenez vos photos, vous devez faire des photos RAW avec votre appareil photo. Il faut le régler pour qu'il fasse des photos RAW, ça veut dire des photos brutes. Et c'est l'extension net
Alors, c'est l'extension NEF, mais il y a plein d'extensions RAW, en fait. Alors, voilà. Donc, les photos RAW, il faut régler son appareil photo pour qu'il fasse des photos en RAW. Ça vous permettra de faire des retouches en sélectionnant vraiment les nuances. Voilà, le RAW. Alors, le RAW, en fait, chaque fabricant d'appareil photo a son format RAW. Voilà, je suis dans Wikipédia ici, français, sur le format RAW. Alors, Wikipédia, c'est génial, hein. Vous allez rencontrer des gens qui vont vous dire que Wikipédia, c'est pas bien, etc. C'est du snobisme, en fait, hein. Ce sont des gens qui se font mousser. En fait, Wikipédia, c'est très très bien. Il faut juste se méfier un peu, quand même, parce que c'est vrai que pendant une fraction de temps, pendant un jour ou deux, il est possible qu'il y ait des conneries qui soient inscrites. Et alors voilà, les extensions de fichiers ici, des différents fabricants, et vous voyez que le NEF dont tu parles, c'est chez Nikon. Voilà. Et Ces extensions, c'est les ouvrir sur Photoshop? alors, on sait les ouvrir dans Lightroom et Camera Raw à partir du moment où, sur l'ordinateur, les descriptions RAW ont été mises à jour. Parmi toutes les mises à jour qui sont disponibles pour un ordinateur, il y a ce qu'on appelle les descriptions RAW, parce que au fur et à mesure que les nouveaux appareils photo arrivent, que les fabricants font évoluer le format RAW, les formats changent en fait. Ça peut toujours s'appeler du NEF, mais tu vas peut-être pas nécessairement arriver à l'ouvrir dans Photoshop. Donc il faut faire la mise à jour des descriptions RAW. Voilà. J'ai rencontré dernièrement un photographe qui n'arrivait plus à ouvrir ses images RAW parce qu'il avait mis à jour son système d'exploitation. Il était passé de Yosemite à... c'est quoi le dernier système d'exploitation sur Mac Capitane, voilà. Il était passé de Yosemite à Capitane. Dans Capitane, les descriptions RAW ne s'y trouvaient plus. Eh bien, il avait des problèmes. Donc on en a parlé tout à l'heure. Évitez quand même de sauter sur les dernières versions des systèmes d'exploitation dès qu'ils sortent. En tout cas, gardez des backups au cas où pour pouvoir revenir en arrière. Voilà, les descriptions RAW. Et alors, il y a deux logiciels qui sont dans la Creative Cloud, deux logiciels avec lesquels on peut ouvrir le RAW. Là, je suis dans mon gestionnaire d'applications Adobe. Vous avez Lightroom, évidemment, qui est vraiment le logiciel de développement RAW, parce qu'on parle de développement photo, en fait. Puisque le RAW, dans le fichier, vous avez tout ce que le capteur a capturé. Contrairement à ce qui se passe quand on photographie en JPEG, l'appareil photo, quand on photographie en JPEG, ou en TIFF, d'ailleurs, il y a des appareils photo qui photographient en TIFF, l'appareil photo fait une correction couleur de la photo. Il fait une sélection de ce que le capteur a capturé, il fait la balance des blancs, il améliore la photo, on a une photo utilisable directement qu'on peut envoyer sur le web si on veut. Donc en RAW, c'est différent. Le principe du RAW, c'est que le fichier va être 2 fois plus lourd, mais il va tout contenir, en fait, tout ce que le capteur de l'appareil photo a capturé. Et donc, il faut faire le développement RAW. Lightroom est un logiciel à part qui permet de faire ça, et puis après, on utilise dans Photoshop. Et sinon, dans Photoshop, vous avez aussi un développement RAW intégré qui s'appelle Camera Raw. Donc si vous ouvrez une image RAW directement dans Photoshop, vous n'allez pas avoir Lightroom qui va s'ouvrir, ça va être Camera Raw qui va s'ouvrir. C'est un module intégré à Photoshop. Et c'est quoi? C'est une extension, ça? C'est une extension de Photoshop, oui. Ah tiens, pourquoi ma version Photoshop ou de Lightroom ne prend pas en charge mon appareil photo? On en parlait, c'est certainement un problème de description RAW. Je viens d'acheter un nouvel appareil photo, Photoshop ou Lightroom ne reconnaît pas les fichiers bruts, que dois-je faire? Voilà, vérifiez que les dernières mises à jour sont installées. Est-ce qu'il parle des mises à jour des logiciels ou des descriptions RAW? Oui, il parle des mises à jour des logiciels, mais ça doit installer les versions RAW en même temps, les dernières versions RAW en même temps. Voilà, donc il parle de vérifier, voilà. Vérifier qu'on dispose de la dernière version du module externe Camera Raw.
Et si j'effectue une mise à jour et que mes photos ne sont toujours pas reconnues par Photoshop et Camera Raw, voilà, bon. Il faut faire la mise à jour des descriptions RAW, en fait. Je découvre en même temps cette page d'aide, en fait. Hein. Ok. Voilà. Mise à jour des dernières descriptions RAW. Ok. Lightroom, c'est pas mal, mais vous avez des logiciels qui sont pas mal aussi, notamment DxO Optics Pro. Il y a des photographes dans le coin ici qui connaissent peut-être DxO. C'est un logiciel concurrent de Lightroom et qui fait aussi du développement RAW. 200 €, version perpétuelle. Enfin, ça c'est la version totale, hein. Vous avez des versions moins chères. Franchement, si vous êtes photographe, si vous prenez des photos, ça peut vous aider. Il paraît qu'il serait meilleur, qu'il donnerait plus rapidement des bons résultats. C'est-à-dire que quand on prend les pré-réglages, DxO Optics Pro donne des réglages meilleurs dès le départ par rapport à Lightroom. Donc sachez-le, il n'y a pas que Lightroom et Camera Raw pour faire du développement RAW, vous en avez plein d'autres, notamment un des plus connus, DxO Optics Pro. Enfin, tout ça, c'était au départ quand je vous avais dit que si vous prenez des photos et que vous voulez en faire des versions noir et blanc, vous devez les faire en couleur, vos photos. N'enclenchez pas la version noir et blanc, l'option noir et blanc sur votre appareil photo, évidemment. Parce qu'après, ça va vous permettre de faire ce qu'on est en train de faire ici. Et ce qu'on est en train de faire ici est faisable aussi dans Lightroom et Camera Raw, sur du RAW. Alors, vous avez une version noir et blanc. Alors, par-dessus, sur cette image-ci, ou n'importe quelle image noir et blanc, on peut mettre d'autres calques qui vont permettre de coloriser, notamment menu calque, nouveau calque de réglage, teinte saturation. Menu calque, nouveau calque de réglage, teinte saturation. Alors, si vous bougez les curseurs, vous n'allez rien voir. Quand on balance la teinte, rien ne se passe. La saturation, rien ne se passe. Luminosité, vaut mieux éviter de toucher. Dans ce réglage-ci, faites un réglage de luminosité plutôt avec le réglage des courbes, en ajoutant un autre calque de réglage au-dessus, un réglage de courbe. Donc, les deux curseurs ici, saturation et teinte, ne changent rien, évidemment, puisque j'ai affaire à une image noir et blanc. Mais je peux cocher la case coloriser, qui s'appelle peut-être redéfinir chez vous. Voilà, et ça va permettre de coloriser l'image. Une image noir et blanc. On est d'accord? Pas mal ça déjà. Bon, une fois que vous avez vu ça, vous pouvez jeter le calque teinte saturation. Et on va ajouter un autre calque qui s'appelle, un autre calque de réglage, qui s'appelle courbe de transfert de dégradé. Donc menu calque en haut de l'écran, nouveau calque de réglage, courbe de transfert de dégradé. Ok. Alors, oui, si vous avez du blanc dans la case de premier plan et d'arrière-plan, c'est possible. Bon, c'est pas grave, on va aller ici. Vous avez mis le calque de réglage de type courbe de transfert de dégradé. Dans le panneau propriété, vous allez à cet endroit-ci et vous allez choisir par exemple le dégradé noir et blanc. Voilà. Et là, ça vous applique le dégradé noir et blanc sur l'image d'en dessous. Autrement dit, ça fait rien. Mais si vous mettez un autre dégradé, du rouge au vert, ben voilà ce que vous avez. Ou d'autres, ben testez en fait, hein, c'est vraiment le dégradé s'applique sur l'image d'en dessous. Chaque couleur du dégradé va sur un des niveaux de luminosité de l'image d'en dessous. Et ça peut être très sympa. Parfois, il faut cocher la case inversée pour qu'on retrouve quelque chose qui ressemble à l'original. Ça va? Alors, il y a plein de dégradés qu'on peut aller chercher
Une fois que vous avez cliqué ici, dans le petit menu ici, vous le voyez, vous avez des bibliothèques de dégradés qui sont disponibles ici. Et quand vous allez choisir une bibliothèque, il vous demande, tiens, est-ce que vous voulez qu'elle remplace les dégradés qui sont là ou est-ce que ça doit s'ajouter? Ben, je vais cliquer sur Ajouter. Comme ça, la bibliothèque que j'étais allé chercher se retrouve maintenant en bas. Les spectres sont là. Voilà. N'oubliez pas que vous pouvez à tout moment aller cocher aussi la case inversée là derrière. Voilà. Bon. Tramage, ça sert à quoi? Alors, tu as vu tramage? Au-dessus d'inverser. Ah oui, tramage. Ça, c'est un système quand on met les dégradés. Ça existe aussi avec l'outil dégradé, quand on met manuellement le dégradé. C'est l'option simuler. Alors, je vérifie quand même pour être certain que c'est bien ça. Oui, donc ça ne fait rien du tout. C'est bien ça, en fait, c'est l'option simuler. Et ça, c'est pour faire en sorte que les dégradés purs qu'on imprime n'aient pas de bande quand on imprime. Ça, en fait, sans qu'on le voie, ça amène de la complexité dans le dégradé. Alors, je vous explique. Donc, vous avez vu que ça existe aussi quand on utilise l'outil dégradé, on a la possibilité de cocher l'option simuler. Alors, bien entendu, vous pouvez aussi créer votre propre dégradé. En cliquant sur le dégradé ici, ça ouvre l'éditeur de dégradé. Et là, vous avez tout loisir d'aller enlever certaines couleurs, en changer certaines en double cliquant sur elles. Donc ici, si je voulais un fond blanc, je double-clique sur la couleur qui est la plus à gauche et je le mets en blanc. Voilà. Ben oui. Et puis j'ajoute des nuances et voilà. Si je veux que les couleurs les plus foncées soient en bleu, ben je vais double-cliquer sur le plus à droite et je vais le mettre en bleu. Ok, il va falloir que je retire celui-là pour que ça se voit. Voilà, celui-là aussi peut-être, voilà. Ok. Les couleurs les plus foncées sont en bleu et les autres, les moyennes en rouge. Mais je vais les mettre en jaune, ce serait peut-être pas plus mal. Voilà. Donc il y a possibilité d'être créatif quand même, et voire même de donner de la coloration aux objets. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on utilise quand on fait de la colorisation d'images en noir et blanc. On va utiliser ça pour coloriser les visages, parce que c'est assez complexe les visages, et il y a plein de nuances, et ça va permettre d'appliquer les nuances. Donc c'est vraiment suivant les niveaux de luminosité de ce qui se trouve en dessous, l'image noir et blanc. Les plus clairs reçoivent ce qui est à droite du dégradé, non à gauche, mais c'est parce que j'ai coché la case inversée. Donc, et les plus foncés, les nuances les plus foncées reçoivent le reste. Donc voilà. Et donc voilà, je devais vous parler à un certain moment de la création d'images grises. C'est fait, et on a même parlé un peu de la colorisation rapide d'images grises.